Donc, bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous. Je vous souhaite tout d'abord une excellente année 2023 au nom de X-Sursaut et au nom de son président Laurent Daniel. Je suis ravie d'être parmi vous pour ce premier webinaire de l'année 2023. Nous sommes très heureux de recevoir Patrice Puban. Alors, cher Patrice, je vais d'abord vous annoncer brièvement, parce que vous avez fait beaucoup de choses. Je vais vous présenter. Donc, vous êtes Saint-Cyrien. Après avoir été officier de l'armée de terre et projeté sur de nombreux théâtres d'opération, vous avez été haut fonctionnaire au sein de prestigieux corps de contrôle. Oui, Et aujourd'hui, vous êtes cadre dans le privé depuis 2019. Vous allez nous parler aujourd'hui d'un projet ambitieux pour la France sur la base des contributions de plus d'une centaine de citoyens d'horizons divers qui se sont mobilisés pendant 4 ans sous votre direction pour partager leurs compétences et expériences. Donc, comme d'habitude dans nos webinaires, ce débat est également enregistré en YouTube. Vous aurez l'occasion de pouvoir réécouter ce replay sur la chaîne YouTube. Et nous allons commencer donc par le propos introductif de la part de Patrice. Voilà, en essayant qu'on ait toujours notre objectif d'avoir des idées de réforme économique et de sursaut économique. Voilà, comment on peut faire que notre pays aille mieux demain. Donc, cher Patrice, c'est à vous pour environ 20 minutes. Merci Fabienne. Bonsoir à tous et à toutes. Et avant tout, merci à X-Sursaut de cette opportunité. C'est un plaisir et un honneur pour moi d'intervenir devant un auditoire d'une si belle qualité. Et quand je regarde aussi les intervenants antérieurs, voilà, c'est assez impressionnant. Donc, comme cela a été dit, nous avons effectivement, nous sommes rassemblés pendant 4 ans, une centaine de personnes, pour donc essayer d'élaborer un puissant projet de refondation du pays, puisqu'on estime qu'aujourd'hui, dans l'offre politique, les partis en place, qui devraient être dans une démocratie, on va dire, relativement équilibrée et mûre, des laboratoires d'idées qui se présentent aux élections, aujourd'hui, on a plutôt le sentiment que ce sont hélas souvent plutôt des écuries à individualité, pour ne pas dire à égaux. Donc, on a pendant 4 ans balayé toutes les politiques publiques en partant du constat suivant, c'est que la France est dans une situation difficile et qui menace le pays, on peut le dire, d'une sortie de l'histoire pour différentes raisons. Économiques et pas que. Je commencerai d'abord par un volet qui n'est pas spécialement économique, mais qui est important quand même pour la bonne compréhension de ce projet. Ce sont les attaques contre la nation, ou en tout cas notre conception de la démocratie et de la citoyenneté, dont des attaques un peu multiples et variées, puisqu'on estime que la nation est le cadre indépassable à l'exercice d'une démocratie, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de créer des institutions démocratiques pour créer une démocratie. Il faut que ça s'intègre dans un collectif et des terroirs et une histoire, pour au moins 2 raisons. Tout d'abord, la démocratie, c'est le régime du débat, donc il faut une langue commune. Et puis, deuxième raison, pour que des individus qui, dans une société, ont des intérêts différents, voire même opposés, pour que de temps en temps, ils puissent ensemble se projeter dans l'avenir, il faut qu'ils puissent, je dirais, identifier des valeurs et des repères puissants dans les terroirs et dans l'histoire pour transcender justement ces clivages socio-économiques. Donc, attaque contre la nation, avec tout d'abord l'islam radical qui veut mettre dans l'espace public, je dirais, des dogmes religieux qui sont par définition incompatibles avec le régime du débat, comme on l'a évoqué, qui est le régime du doute, la démocratie. Et donc la République a réussi pendant des décennies à séculariser les grandes religions monothéistes, et donc aujourd'hui on est face à un nouveau défi avec une vision rigoriste de l'islam. Mais pas que, il y a aussi des attaques sur notre nation qui viennent aussi d'irrédentismes locaux, parce que je rappelle que la France est un cas singulier dans l'histoire du monde, puisque c'est l'État qui a fait la nation. Et donc, on a cet équilibre parfois instable, mais qui est aussi qui est assez intéressant, dans le sens où on est un pays unitaire, on a le pays le plus uni d'Europe encore aujourd'hui, avec en même temps une belle diversité dans nos terroirs, nos territoires, nos cultures régionales. Mais ça peut dériver de temps en temps avec des irrédentismes locaux. Donc là aussi, c'est une menace pour la nation et l'unité nationale. Et puis, une menace par le haut,
c'est-à-dire une construction européenne qui ne se ferait pas, comme ça a été voulu au départ par le général de Gaulle, comme un levier d'Archimède, un levier de puissance pour des différents États membres qui se mettent en commun sur des sujets qui dépassent les capacités et la puissance de chacun de ces États. Je pense notamment au spatial, à l'aéronautique, on pourrait penser aujourd'hui à l'intelligence artificielle ou un certain nombre d'innovations. Et donc, une logique de construction européenne non pas confédérale qui s'appuie sur les nations, puis qui petit à petit a tendance à enjamber la nation, qui est pour nous pourtant le cadre indépassable de la démocratie, comme le veut notre Constitution, au gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Deuxième, et là on vient plus sur les sujets qui vous intéressent peut-être, les sujets économiques. Donc, deuxième constat, c'est que notre pays est dans une fuite en avant budgétaire, monétaire, financière. Et avec le risque, si vous voulez, que nos créanciers, qui sont majoritairement étrangers, s'il n'y aurait pas fondamentalement de problème, ne mettent sous tutelle l'épargne des Français, qui, je rappelle, atteint presque 6 000 milliards d'euros hors immobilier, qui couvre largement la dette publique qui a bientôt atteint les 3 000 milliards d'euros. Donc, le risque, c'est que concrètement, c'est l'épargne des Français qui soit mise sous tutelle, ce qui est d'ailleurs déjà prévu par la loi Sapin 2 de 2016. C'est-à-dire qu'on vous empêche de faire ce que vous voulez avec votre livret de développement durable, votre livret A, votre assurance vie, le temps que l'État fasse la réforme rééquilibre ses comptes publics, mais dans l'urgence. Et évidemment, on ne fait pas de bonnes réformes dans l'urgence. Donc voilà, donc ça aussi, c'est un risque majeur pour notre souveraineté, pour l'épargne des Français, comme c'était le cas en Grèce en 2015. Je rappelle que les Grecs ne pouvaient retirer que 60 euros au guichet, je dirais, chaque jour. Et dans une moindre mesure, c'est aussi des risques systémiques qui ont été, je dirais, qu'ont pu subir l'Italie ou l'Espagne dans la foulée de la crise de 2008, où il y a eu quand même des coups de rabot dans l'urgence, dans les dépenses publiques, des dépenses sociales et également le traitement des fonctionnaires. Et enfin, troisième risque qui, je dirais, après les attaques contre la nation, après cette fuite en avant budgétaire, monétaire, financière, qui risque donc de faire que la France sorte de l'histoire, c'est finalement l'appauvrissement collectif. Un appauvrissement collectif à travers cette fuite en avant, puisque la mauvaise gestion de l'argent public, finalement, asphyxie le pays à petit feu, de notre point de vue. C'est-à-dire qu'à la fois le pouvoir d'achat des Français, puisque pour garantir 2 500 euros net à un salarié dans le secteur privé, il faut que l'entreprise décaisse 5 000 euros. Alors si, comme dans les pays du nord de l'Europe, en face à cela, vous avez des services non marchands de qualité, donc des services publics par définition gratuits de qualité, la compétitivité de la nation n'est pas entachée puisque vous êtes, je dirais, ce que vous perdez d'un côté, vous le rattrapez de l'autre avec, je répète, des services publics de qualité dans le domaine de l'éducation, des transports, de la santé, etc., etc., etc. Aujourd'hui, on est plutôt dans une spirale négative puisque la mauvaise gestion de l'argent public entraîne donc une surfiscalisation des ménages et donc un manque de pouvoir d'achat, surfiscalisation des entreprises, notamment des PME qui ne peuvent pas optimiser comme les grands groupes et qui rassemblent 70% des salariés, et tout ça avec des services publics qui, en face, décrochent, puisqu'on est dans la deuxième partie des classements de l'OCDE, souvent, hélas, et de l'Union européenne. Et donc, ce qu'on risque finalement, de notre point de vue, c'est une espèce de mai-juin 40 économique et social, c'est-à-dire une espèce d'effondrement avec une remise en cause du système et de la confiance dans l'État à partir du moment où l'épargne des Français serait touchée. Donc évidemment, tout cela, le pire n'est jamais certain, heureusement, sauf que le hasard profitant aux esprits préparés, il faut se préparer. Et comme nos partis politiques, hélas, ne réfléchissent pas suffisamment, on a d'abord plutôt dans le choix d'individualités, et après on réfléchit aux idées, et du coup, 2-3 mois avant les échéances électorales majeures, on se retrouve avec des listes à l'après-vert et de mesures plus ou moins démagogiques, et surtout qui ne sont pas cohérentes entre elles. Eh bien, nous, on a travaillé à ce projet pendant 4 ans, de manière bénévole, on a balayé toutes les politiques publiques. Et si vous voulez, de manière très, très schématique, ça peut se résumer en 3 axes, ce projet. Donc, premier axe, c'est financer de manière pérenne et souveraine, et non pas dans une fuite en avant budgétaire, monétaire, financière qui entraîne un endettement massif. Aujourd'hui, 40 000 euros de dette sur chaque Français. Donc, sur le dos de chaque Français, c'est financer de manière pérenne et souveraine notre développement et notre modèle, je dirais, de développement économique et social et environnemental de haut niveau par une baisse massive des prélèvements obligatoires, impôts, taxes, cotisations sociales, sur les TPE, PME, ETI.
les entreprises de taille intermédiaire. Ce sont ces entreprises qui emploient en France, qui exportent depuis la France et qui rassemblent 70% des salariés. Parallèlement à ça, toujours dans ce premier axe, c'est un gros effort de recherche. Et là, je parle d'éminents scientifiques. Donc, un gros effort de recherche parce que les pays les plus dynamiques sur le temps long, Corée du Sud, Allemagne, États-Unis, sont des pays qui consacrent entre 3,5 et 4,5 points de PIB à la recherche publique-privée, tout compris. Et en France, sous votre contrôle, on est autour de 2,2% du produit intérieur brut. Donc, premier axe, ramener les prélèvements obligatoires des PME, pour faire court, hein, TPE, PME, ETI, dans la moyenne européenne. Il ne s'agit pas de faire de la France un paradis fiscal, mais ne serait-ce que de laisser à nos entreprises qui emploient en France, qui ne peuvent pas optimiser comme les grands groupes avec des filiales à l'étranger, le soin de se battre à armes égales dans la compétition internationale, et puis donc un gros effort de recherche pour toujours avoir un temps d'avance sur nos concurrents. Donc si je dois symboliser un petit peu ce premier acte, c'est avant de partager les parts du gâteau, et ça c'est vrai que c'est très facile politiquement de promettre toujours plus de dépenses, c'est penser à faire grossir ce gâteau. Et qui fait grossir le gâteau de la richesse en France? Ce sont essentiellement, je répète, nos PME qui emploient 70% des salariés dans nos territoires. Le deuxième axe de ce projet, c'est si vous voulez, de remettre l'État à l'endroit, c'est-à-dire de revenir aux priorités fondamentales du contrat social. Qu'est-ce qu'on attend dans un contrat social d'un État de droit démocratique? C'est finalement que l'État s'occupe en priorité des questions de santé, d'éducation, de justice, de sécurité, de défense. Donc de revenir aux fondamentaux et de remettre un maximum de moyens sur le terrain, dans les territoires, dans ces 5 fonctions cardinales. Et enfin, troisième axe de ce projet, c'est comment financer tout cela. Ça, c'est la vraie question. Donc, à la fois, on l'a dit, les baisses des prélèvements sur les PME, efforts de recherche, remettre des moyens dans les fonctions régaliennes, entre autres, sur le terrain. Donc, comment financer cela? Alors, on ne peut pas augmenter les prélèvements obligatoires. On l'a déjà dit, on est les champions du monde, pratiquement, en tout cas les champions du monde développé. Et en plus, ça ne suffit pas à couvrir les dépenses, puisqu'on s'endette aujourd'hui pour des dépenses de fonctionnement pour payer des factures. On ne peut pas augmenter l'endettement puisqu'il est déjà galopant, on va dire. C'est comme par effet de cliquet, on passe de palier en palier, 60% en 2008 du produit intérieur brut, 80% ensuite, on a dépassé ensuite les 100%, après la crise Covid de 115, etc. Donc, on ne peut pas non plus, et surtout que cette dette est détenue par des acteurs étrangers. On serait au Japon, je rappelle que le Japon, c'est 250% d'endettement par rapport au PIB, mais ce sont les Japonais qui détiennent leur dette et dans une moindre mesure aussi les Italiens à 70%. Donc nous, c'est à peu près 50%, voire moins de 50%. Donc, ce n'est pas une solution non plus. La fiscalité, ce n'est pas une solution. L'endettement, ce n'est pas une solution. Donc, la seule façon d'y arriver, c'est de mieux gérer l'argent public. Et pour cela, on a 3 principes qu'on a essayé d'appliquer dans toutes les politiques publiques qu'on a passées en revue. Trois principes. Le premier principe, c'est de remettre l'État sur la stratégie, sur le pourquoi quoi. Pourquoi mener telle politique? Pourquoi vouloir atteindre tels objectifs? En quoi ça consiste? Dans le domaine de la défense, dans le domaine de l'économie, dans le domaine de la culture, enfin dans tous les champs d'intervention de l'État. Et laisser le soin aux acteurs de terrain de déterminer le comment atteindre ces objectifs qui sont déclinés dans les territoires. Alors, c'est vrai que l'État fait la nation, c'est vrai qu'on a une tradition jacobine, centralisatrice, mais aujourd'hui, on se rend compte que la société est complexe, évolue tellement vite, très vite, et que donc, laisser l'intégralité des leviers à l'échelon central, ça ne marche pas. En tout cas, ça ne marche plus. On l'a vu pendant la crise Covid. Au départ, l'État a voulu gérer cette crise de façon très centralisée et hospitalo-centrée. Ça n'a pas marché. On peut même dire que c'était plutôt un fiasco. Et dès que l'État a commencé à lâcher un petit peu les brides de nos forces vives dans les territoires, quand je dis forces vives dans les territoires, ce sont les branches professionnelles, les entreprises, les élus locaux, en particulier les maires et les services déconcentrés de l'État, et en particulier les préfets. Et donc, dès qu'on a laissé un peu plus d'initiative à ces acteurs-là, sans déroger aux objectifs nationaux, bien évidemment, eh bien, ça s'est nettement mieux passé. Donc, premier principe, c'est donc de remettre l'État sur la stratégie, de laisser les acteurs dans les territoires le soin de définir le chemin pour atteindre ces objectifs qui sont déclinés dans les territoires.
Deuxième principe, c'est moins d'administration de gestion, plus d'administration de terrain. Vous me permettez l'expression, l'image, moins de gras, plus de muscles. Notre État est aujourd'hui obèse, il va falloir le remuscler. Et là aussi, on peut faire, comment dire, se référer à la crise Covid. On dépense, on est les champions d'Europe de la dépense de santé relativement à notre produit intérieur brut, on 11% du PIB avec les Allemands. Et quand on regarde les Allemands qui aujourd'hui, en termes de qualité de leurs services de santé, de système de soins, nous ont dépassés, dans beaucoup de domaines en tout cas, on se rend compte qu'ils ont 30% d'administratifs en moins et 30% de soignants en plus. Et ça, je pense qu'on l'a dans beaucoup de domaines. Donc, deuxième principe, donc moins d'agents dans les bureaux, plus d'agents sur le terrain. Et enfin, troisième principe, pour cette réforme qui se veut intelligente de l'action publique et non pas le coup de rabot qui est contre-productif, c'est ne jamais séparer le décideur du payeur pour responsabiliser les acteurs. Donc aujourd'hui, en fait, par exemple, vous allez élire un maire sur un projet, sauf qu'aujourd'hui, avec la réforme de la taxe d'habitation, la suppression de la taxe d'habitation n'a fait qu'amplifier le phénomène, il a la main sur à peine 40% de son budget. Donc par conséquent, qui est responsable? Qui est responsable si, en tant que citoyen, vous n'êtes pas satisfait du niveau de gestion de votre collectivité? Donc voilà, est-ce que c'est le maire? Est-ce que c'est le conseil départemental qui n'a pas suffisamment, comment dirais-je, compensé la suppression de la taxe d'habitation? Est-ce que c'est l'État qui a tendance à diminuer tendanciellement la dotation globale de fonctionnement? Voilà, donc quelque part, on ne sait plus vraiment qui fait quoi. Donc, pour terminer ce propos liminaire, finalement, ce projet peut se résumer je pense peut-être en une phrase, c'est dégonfler intelligemment l'action publique. Alors, quand je dis l'action publique, d'ailleurs, j'aurais dû le préciser, c'est État, collectivité, branche de la sécurité sociale. Donc, dégonfler intelligemment l'action publique pour redonner du pouvoir d'achat aux Français, redonner des marges à nos PME et redonner les clés de leur ville, de leur commune à nos maires. Donc voilà, merci d'ores et déjà de votre attention et je suis bien Merci beaucoup, Patrice. évidemment ouvert à toutes vos questions. Oui, merci. Si, je suis plus mute. Oui, merci Patrice. Merci beaucoup pour ce propos introductif qui va laisser libre cours au débat, aux questions. Je vais t'en poser une et moi j'en ai quelques-unes aussi derrière. Donc Marie-Louise, que tu as vue tout à l'heure, qui s'est présentée, demande elle suppose que vous connaissez France Stratégie, qui a récemment publié sur l'évaluation des politiques publiques. Qu'est-ce que vous pensez de l'action de France Stratégie ? Moi, de mon côté, je voulais te poser, avant de rentrer dans le cœur des questions plus générales et après plus précises, comment avez-vous trouvé la centaine de citoyens qui a contribué à votre ouvrage? Et dans l'ouvrage, avant d'y aller de façon plus micro, une de vos actions s'intitule « Décadence ou Renaissance ». Pourquoi, selon vous, aujourd'hui, c'est le moment de changer de modèle? Bon, vous nous l'avez dit un petit peu au début, mais pourquoi maintenant? Et pourquoi tu distingues qu'est-ce que c'est la distinction entre une France administrée, qui est pour toi le cas aujourd'hui, et d'une France gouvernée, qui est ton objectif? Quel est le facteur clé pour que cette transition se passe bien? Merci pour ces nombreuses questions. Donc, France Stratégie, ça fait partie des opérateurs de l'État, des agences que nous souhaitons dans notre programme maintenir. En revanche, on a prévu une grosse cure d'amaigrissement concernant les 1200 agences ou comités divers que nous avons au sein de l'État, puisque, alors je ne vais peut-être pas trop rentrer en détail, mais il y a énormément de doublons. Hein. Par exemple, vous avez l'ANSES, l'Agence nationale qui s'occupe de sécurité sanitaire et aussi de santé au travail, qui doublonne avec l'INRS, qui s'occupe également de santé au travail, qui doublonne ou qui triplonne avec l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail. Donc, on prévoit de supprimer au moins un quart des 1200 agences et comités divers. En revanche, France Stratégie, non. Et France Stratégie a une utilité, puisque vous savez que nos politiques ont tendance, de par la mécanique des institutions, à être la tête dans le guidon dans une logique quinquennale, et donc d'avoir un laboratoire d'idées de très bon niveau qui réfléchit, je dirais, à la France, non pas de 2030, comme le gouvernement veut le faire, mais ce n'est pas 2030. Le temps long, le temps stratégique, c'est 2050. Et ça se travaille dès aujourd'hui. On l'a vu avec le nucléaire, on le voit avec la défense. C'est des politiques à 25-30 ans. Donc oui, France Stratégie
fait partie je dirais, des agents de l'État rattachés au Premier ministre qui ont vraiment une vocation pour aider les politiques à se projeter au-delà des échéances institutionnelles. Alors, concernant la centaine de citoyens, en fait, c'est par le biais d'une association donc, qu'on a eu ces différentes personnes, hein, enfin en tout cas les plus actives de ces personnes, et qu'on continue c'est pour ça on créé un mouvement, une association qui s'appelle France Ambition, c'est pour essayer justement d'avoir un portage collectif de ce projet qui a été publié donc, chez l'Harmattan, Osons changer le modèle français, et on continue à le faire vivre, hein. Il y aura une V2 de cet ouvrage, il va y avoir bientôt un site internet. Donc l'idée, c'est de porter donc, ce travail. Et alors, pourquoi il est assez novateur? C'est parce qu'on a adopté, moi j'ai également œuvré à la Cour des comptes, je suis conseiller référendaire, on a pris la même technique que l'audit, parce que la Cour des comptes, c'est une technique d'audit, c'est-à-dire qu'on a fait un premier travail par une vingtaine de comités que j'ai pilotés, donc c'est différents sujets, donc avec à la fois des experts et des non-experts. Moi, je n'excluais personne, hein, j'avais aucun a priori, donc il fallait juste que les individus soient motivés pour y participer. Et après, moi, je jouais le rôle de contre-rapporteur, qu'on appelle ça, c'est le terme consacré à la Cour des comptes, c'est-à-dire en gros un superviseur. Il y avait un plan très simple, un constat, enjeu, proposition. Je relisais, est-ce que c'est bien écrit en français déjà? Donc s'il fallait, j'ai rédigé pas mal de documents aussi, puis après je les ai synthétisés. Et ensuite, je regardais si tout ça était cohérent. C'est-à-dire ce qu'on dit sur l'agriculture, est-ce que c'est cohérent avec ce qu'on dit sur l'économie, est-ce qu'on dit sur l'écologie, etc. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, ce qu'on appelle la contradiction. Donc, on a soumis ce travail à différents citoyens un peu partout dans le pays, qui, eux, allaient donner aussi leur avis. Mais leur avis plutôt, parfois d'experts, mais surtout de consommateurs de politique publique, parce qu'on est persuadé que l'intelligence collective, ce n'est pas uniquement l'intelligence des experts, c'est au contraire, on a essayé de mélanger l'intelligence d'expérience avec l'intelligence théorique. Donc voilà pour la deuxième question. Alors sur décadence renaissance, donc je sais pas si j'ai bien compris s'il y a une question derrière, Fabienne, ou je t'entends pas. Je t'entends pas, Fabienne. Oui, c'était une question qui était par rapport à ton livre, pardon. Mais je vais rappeler aussi le titre puisqu'il il est demandé. Donc, le livre, c'est Osons changer le modèle français, hein, qui est en vente chez Amazon, mais dont tu vas faire une deuxième version, hein, dont tu viens de nous parler. Donc oui, cette décadence, c'était vis-à-vis d'une de tes sections dans le livre qui s'intitule Décadence ou Renaissance. Oui. Voilà, mais tu l'as un petit peu dit, ma question s'était dirigée vers pourquoi changer aujourd'hui? Et voilà, c'était ça, oui. Oui, c'est-à-dire que, en fait, tout grand pays doit se réinventer tous les 50-100 ans. De notre point de vue, on l'a fait en 1945 avec le Conseil national de la résistance. On a totalement remis à plat le fonctionnement du pays avec un compromis historique, et je pense que les générations futures ne pourront pas nous pardonner de ne pas se mettre d'accord sur un projet de refondation aujourd'hui. Là, se mettre d'accord, ce n'est pas 100% évidemment, hein, mais en tout cas une large majorité de Français, parce qu'à l'époque, on a réussi à se mettre d'accord sur un projet de refondation avec des fractures idéologiques énormes, béantes, entre les communistes, les gaullistes, les radicaux, les socialistes. Donc, si on était capable de le faire à l'époque, et ce n'était pas de l'eau tiède comme projet, hein, c'était quand même un projet qui a lancé la France sur 30 années de prospérité. On l'a fait aussi sous le Consulat et l'Empire. Donc, enfin, pour revenir à 1945, si on était capable de le faire à l'époque, je pense qu'aujourd'hui, où il y a beaucoup moins de fractures idéologiques, mais plus des querelles d'appareils, des querelles d'ego, je pense qu'on peut parfaitement y arriver. Et on est persuadé que la France est à la croisée des chemins, soit la décadence, non pas le déclin, mais au-delà du déclin, c'est la décadence, ou alors un sursaut historique. Et ça tombe bien, on parle ce soir à une voilà, X membre sursaut. de X sursaut, exactement. Voilà. Et on est persuadé, pardon, juste pour terminer, que la France peut non seulement opérer un sursaut historique, mais peut-être marquer les plus belles pages de ces 1500 ans d'histoire au cours des 21e et 22e siècles. Bah, nous l'espérons. Ouais, voilà. Et enfin, dernière question, donc administrer, gouverner, pour moi, la différence, c'est gouverner, c'est d'abord, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est se concentrer sur la stratégie et le temps long. Qui dit la stratégie, c'est le temps long. Et laisser, principe de subsidiarité, laisser aux acteurs de terrain, branches professionnelles, entreprises, élus locaux, en particulier les maires, et les services déconcentrés de l'État avec une bulle d'autonomie pour nos fonctionnaires dans les territoires, le soin de déterminer
le soin du comment. C'est ça la différence pour moi entre un pays qui est gouverné et un pays qui est administré, où l'État essaie de faire tout et finalement rien, puisqu'en essayant de faire tout, il ne fait plus l'essentiel, notamment les 5 fonctions cardinales que j'ai évoquées tout à l'heure. Merci. Alors, j'ai d'autres questions, notamment la première de Hubert Lévy-Lambert, qui est le président fondateur de X Sursaut, qui dit quelque chose de très, très pertinent. Redonner du pouvoir d'achat aux Français, mais est-ce que ce n'est pas un contresens alors que la France vit au-dessus de ses moyens? On sait bien qu'on a 10 fois plus de moyens qu'après la crise 1975, hein, puis au-dessus de ses moyens. Ne faut-il pas surtout expliquer aux Français qu'ils doivent travailler plus, commencer plus jeune, travailler plus d'heures, prendre moins de vacances et surtout partir en retraite plus vieux et pas à 64 ans, mais au moins à 67 ans? Voilà la question d'Hubert. Après, je prendrai la question aussi de Daniel. Nami, j'ai 3 questions sur ton livre, plus précisément, puisque je m'y suis un peu penchée, qui sont que tu me cites qu'après la réforme de l'économie, tu indiques la nécessité de rétablir l'ordre et l'unité nationale. Comment s'y prendre? Donc, après le pouvoir d'achat, le travail, donc l'unité nationale et l'ordre. Une autre question, c'est dans le chapitre retraite, donc, refaire nation. Tu parles de la réforme de l'école, de la démocratie, de la culture. Quelles sont les mesures phares que tu proposes dans ce domaine-là? Et une dernière, 4e, tu parles dans une autre partie de sauver notre modèle social. Tu parles de santé, retraite, dépendance. Peux-tu également me citer et nous citer quelques-unes de tes réformes que tu proposes? D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces nombreuses questions. Elles sont chargées. Hein. Alors oui, tout à fait. Alors, le pouvoir d'achat, c'est déjà mieux gérer l'argent des Français. Je rappelle que dans aucun pays au monde, il y a une entreprise qui verse 5 000 euros pour avoir un salaire net de 2 500 euros. Et d'ailleurs, Agnès Verdier-Moulinier l'avait dit, hein, en France, je crois, pour 100 euros dépensés par une entreprise, il reste 47 euros dans la poche du salarié. Dans les autres pays, c'est plutôt autour de 60, voire 70, je crois, en Suisse. Sur le travailler plus, oui, bien sûr. Néanmoins, il faut donner de l'oxygène à nos PME. Si on gère mieux l'argent public, nous, on a documenté, alors l'objectif, c'est 10% d'économie de la dépense publique, c'est 130 milliards d'euros. On a documenté à minima déjà 90 milliards. Donc, une partie de ces 90 milliards va être focalisée sur une politique de l'offre, mais ciblée, c'est-à-dire sur les TPE, PME, ETI. Et les TPE, PME, ETI sont les entreprises qui sont très bien vues par les Français, au même niveau que l'armée et les hôpitaux. Parce que ce qui a choc dans la politique de l'offre en France, on n'arrête pas de faire une politique de demande, on va dire, et c'est parfaitement vrai, hein, qui creuse nos déficits, on vit au-dessus de nos moyens et on n'arrive pas à produire en face à cette demande artificielle. Donc nous, finalement, c'est de cibler sur ces types d'entreprises. Pourquoi? À la fois, sur le plan économique, puisque les grands groupes français sont assez florissants, on a autant de grands groupes que les Allemands, voire même plus. En revanche, on a 3 fois moins d'entreprises de taille intermédiaire que les Allemands et 2 fois moins que les Italiens. Donc pourquoi? Parce que les grandes entreprises font leur croissance généralement au-delà de la France, voire même au-delà de l'Europe, et sont relativement prospères et peuvent optimiser les prélèvements qui leur sont assignés. En revanche, les PME, ce n'est pas le cas. Et alors, deuxième raison pourquoi on cible sur ces entreprises-là, parce que politiquement parlant, si on fait une politique, une baisse, un choc de l'offre, qui est, comment dirais-je, universel, on va dire, vous aurez toujours des gens pas très pro-entreprise, on va dire, des gens plutôt à gauche, qui vont vous dire, voilà, vous avez fait un chèque à Bernard Arnault, entre guillemets, hein, vous avez fait un chèque à Bernard Arnault, à Liane Bettencourt, etc., etc., etc. Donc, à la fois pour des raisons d'efficacité économique et pour des raisons de politique, de tactique politique, de cibler ces baisses des prélèvements sur ces entreprises-là, à partir du moment où, évidemment, on gère mieux l'argent public, on rend l'argent aux Français, finalement. Donc ça, c'est les entreprises. Également aussi, on rend de l'argent aux Français au niveau du pouvoir d'achat, en gérant mieux l'argent public. Concernant le temps de travail, c'est aussi, nous, ce qu'on est favorable, et ce qui a été commencé avec l'inversion de la hiérarchie des normes sur le paritarisme, c'est de laisser aux branches et aux entreprises le soin de négocier. Et aujourd'hui, déjà, il y a plein d'entreprises. Je vous rappelle que la moyenne du temps de travail en France est autour de 38-39 heures. Hein. On n'est pas aux 35 heures. Donc, ce qui fait qu'il faut laisser aux entreprises et aux branches le soin de décider. Il y a peut-être des entreprises qui négocieront des accords à 32 heures, hein, mais libre à elles. En revanche, il y a des entreprises qui vont négocier des accords à 39, 40 heures, et à partir du moment où les heures supplémentaires sont désocialisées, défiscalisées, finalement, le dialogue social se passe assez bien dans les entreprises aujourd'hui, en particulier dans les PME. Donc, pour moi, ce n'est pas incompatible.
on laisse nos PME se battre à armes égales dans la compétition internationale en baissant les prélèvements obligatoires, ce qui va mécaniquement leur permettre de donner plus de pouvoir d'achat et de pouvoir investir dans l'innovation. Et puis, en même temps, on leur laisse négocier à leur niveau, en tout cas pour les branches, et ça dépend de la taille des entreprises, ou alors des entreprises si elles sont assez grandes. Donc ça, c'est pour la première question. Alors, l'ordre et l'unité nationale, oui, pour moi, c'est indispensable. C'est-à-dire que l'économie ne peut fonctionner qu'à partir du moment où les fonctions régaliennes sont assurées. C'est-à-dire un pays où l'ordre règne, la sécurité est assurée, la justice fonctionne bien. Je rappelle qu'aujourd'hui, on a 2 fois moins de magistrats pour 100 000 habitants que la moyenne des pays de l'Union européenne et qu'on a des temps de procédure qui sont assez hallucinants. On est autour de 10 mois, je crois, quelles que soient les juridictions, pour être jugé en première instance, alors que la moyenne européenne, on est plutôt à 4 mois, et les meilleurs pays sont à quelques semaines. Donc, pour moi, c'est un préalable indispensable. Alors, comment faire? Moi, je dirais que c'est avant tout une question de volonté politique. Volonté politique. Regardez pendant la crise de la Covid, l'État a bien réussi je dirais, entre guillemets, à enfermer les Français chez eux, aller contrôler qui allait, je dirais, se balader sur la plage, etc., faire son footing. Et là, il y avait des contrôles. Donc, pour moi, c'est avant tout une question de volonté politique, de soutien aux forces de l'ordre, et plutôt qu'une question, et aussi en partie une question de moyens, bien évidemment, et surtout avoir un continuum sécurité-justice. Et là, on pourra rentrer dans un certain nombre de mesures aussi sur la justice, suppression des réductions de peine, comment dirais-je, automatiques. Ça va être aussi pour les jeunes mineurs délinquants, c'est avoir une série de propositions qui soient adaptées à leur profil en fonction de leur niveau de désocialisation. Par exemple, ça va être des choses qui existent déjà, des internats de réinsertion scolaire, pour ceux qu'on peut rattraper dans la voie générale. Ça va être pour ceux qui sont limites dans la délinquance, ça va être le service militaire adapté en Outre-mer, le service militaire volontaire en métropole ou les centres épides, où vous avez à la fois, je dirais, remise à niveau comportemental sur le savoir-être et le respect de soi et des autres, découverte de métiers et mise en formation professionnelle. Il y en a de très bons résultats. Et puis, ce qui manque, en revanche, dans la chaîne aujourd'hui pénale, c'est des peines alternatives à la prison avec encadrement militaire. C'est ce qui existait jusqu'en 2003, ça s'appelait les jeunes en équipe de travail, ça avait des très bons résultats. Mais à l'époque, on avait professionnalisé l'armée et Michel Lemary avait estimé, alors je ne sais pas si c'est toujours la même chose aujourd'hui, que ce n'était pas le rôle de l'armée de faire du social. Sauf qu'aujourd'hui, les troubles sont arrivés à un tel niveau que je pense qu'il faut que l'armée d'active et les réservistes s'impliquent, sachant que ça ne demande pas énormément d'effectifs. Un bataillon qui va former, ou en tout cas remettre un petit peu dans l'axe, si vous me permettez l'expression, 800 jeunes par an, c'est 100 à 150 cadres. Donc voilà pour l'ordre et l'unité nationale, mais on pourra aussi développer sur l'école et la culture. Alors l'école, pour moi, la principale mesure, enfin, il va y avoir 3 mesures. C'est d'abord redonner de l'autonomie à nos chefs d'établissement. C'est la politique publique la plus centralisée qu'il soit, c'est l'éducation nationale. C'est un modèle qui a peut-être eu ses vertus, mais qui veut qu'on enseigne de la même façon aux 4 coins du territoire. Et aujourd'hui, le contexte socio-économique est quand même très différent. Et pour nous, il faut maintenir évidemment le niveau d'exigence des différents diplômes, et en mettant des thermomètres, entre parenthèses, plutôt qu'arrêter de les casser. Donc, un thermomètre en CM2 pour l'évaluation, est-ce qu'on est capable d'aller en collège, est-ce qu'on maîtrise lire, écrire, compter, etc. Ensuite, toujours un bon thermomètre en 3e et aussi au baccalauréat. Et donc, de maintenir le niveau d'exigence dans ces évaluations nationales, dans ces 3 étapes, mais de laisser là aussi le comment. Laisser comment atteindre les objectifs au chef d'établissement, laisser l'autonomie pédagogique pour essayer d'atteindre ces objectifs ou d'améliorer les résultats en tenant compte du contexte socio-économique local. Donc ça, c'est le premier point, donner d'autonomie au chef d'établissement, un peu comme l'enseignement privé sous contrat, c'est-à-dire ils ont un budget, ils recrutent eux-mêmes leurs équipes pédagogiques, etc., etc. Autre réforme, c'est également construire une véritable GPEC des enseignants, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. C'est ce qui est valable dans toute organisation qui, entre guillemets, tient la route, que ce soit dans le public ou dans le privé. Moi, je vois un peu ça dans le privé maintenant. J'ai connu les armées qui, pour moi, sont un modèle de gestion des effectifs, je trouve. Et aujourd'hui, le problème d'un enseignant, c'est
il n'a pas de perspective, c'est-à-dire qu'il est condamné, entre guillemets, à être en face-à-face pédagogique toute sa vie. S'il le souhaite faire autre chose, c'est difficile de sortir de l'éducation nationale. Et même au sein de l'éducation nationale, si vous voulez passer chef d'établissement, il faut passer un concours comme si vous étiez à faire des notes de synthèse, des dissertations. Enfin, je veux dire, non, il faut avoir une gestion avec des formations d'adaptation, une gestion souple des emplois et des compétences. Et quelqu'un qui a été enseignant face-à-face pédagogique, s'il veut faire du management et passer chez des établissements, eh bien, il fait une formation d'adaptation sur la gestion, sur le management, etc. Et ensuite, on le met comment dirais-je, un petit peu à l'essai ou adjoint d'un principal ou comment dirais-je, d'un proviseur. Voilà. Ensuite, s'il veut passer plus dans des fonctions de conception au rectorat, là aussi, ça fait partie des opportunités qu'on va laisser à l'enseignant. Si l'enseignant veut, moyennant une meilleure rémunération, enseigner 2 ou 3 matières, pourquoi pas? Au moins 2. C'est quand même surprenant qu'on soit capable d'être polyvalent en CM2 et qu'en 6e, on soit obligé de spécialiser les enseignants dans une matière. Et enfin, troisième réforme sur l'éducation nationale, c'est fortement revaloriser les enseignants, mais pas sans contrepartie, avec les contreparties que je viens d'évoquer. C'est de dire, OK, on consent une très forte revalorisation des traitements des enseignants, mais en contrepartie, voilà, il y aura une autonomie des chefs d'établissement pour recruter leurs équipes pédagogiques, un peu comme les fonctionnaires territoriaux ou comme l'enseignement privé sous contrat. Et puis, on va vous construire une véritable politique RH avec la possibilité de faire autre chose que du face-à-face pédagogique. Et puis aussi, il faudra accepter de faire de la bivalence, hein, d'enseigner deux matières, en tout cas en collège. Enfin, en tout cas, c'est une possibilité. Et puis aussi de faire plus de temps de présence dans l'établissement, notamment du soutien, parce que la discrimination sociale, ou en tout cas la reproduction sociale, se fait avant tout en école primaire. Si on rate l'école primaire, et le drame de notre éducation nationale, c'est que là aussi, ce n'est pas une question de moyens. On est les champions. Non, on n'est pas les champions. On est au-dessus de la moyenne européenne en termes de dépenses d'éducation, mais en fait, on voit que c'est déformé. C'est-à-dire qu'on est en dessous de la moyenne au niveau de l'école primaire, on est largement au-dessus de la moyenne au niveau du secondaire, et après, on est en dessous au niveau du supérieur. Donc, il faut rééquilibrer tout ça et mettre plus de moyens dans l'enseignement primaire où se font, je dirais, toutes les reproductions sociales. Et enfin, pour terminer sur les santé et la retraite, alors, sur la santé, on prévoit une réforme assez ambitieuse parce qu'aujourd'hui, de notre point de vue, on a tous les inconvénients du monopole public avec le monopole de l'assurance maladie qui décide de tout. Et donc, ça bloque. Ça fait depuis des années qu'on attend le dossier médical partagé qui engendre énormément de prestations superflues et même met en danger la santé des Français, puisque quand vous allez aux urgences et qu'on n'est pas capable de savoir à quel produit vous êtes allergique, c'est quand même un peu dangereux. Donc, on a tous les inconvénients du monopole public avec l'assurance maladie, donc, qui ne met toujours pas en œuvre un dossier médical partagé. Mon espace santé, c'est balbutiant. Qui ne sécurise toujours pas la carte vitale, qui est une carte bleue publique sans contrôle biométrique ou sans code secret. Il a fallu la crise Covid pour enfin qu'on commence à faire la télémédecine, donc vous voyez. Et d'un autre côté, on n'a aucun avantage lié à la concurrence du privé avec les complémentaires santé, puisque ces complémentaires santé n'ont pas la main sur les processus de décision que je viens d'évoquer. Et cerise sur le gâteau, vous avez double frais de gestion. C'est-à-dire que votre dossier de remboursement, qui parfois est remboursé d'ailleurs 2,45 € par la sécurité sociale, eh bien, vous allez devoir payer un salarié de la sécurité sociale qui va traiter votre dossier et qui va renvoyer votre dossier à la complémentaire. Donc, le système n'est pas du tout efficient. Et d'ailleurs, il y a un chiffre qui est parlant, c'est qu'il y a 30% de dépenses superflues en France sur l'assurance maladie, 230 milliards d'euros, les dépenses de santé. Dans la moyenne des pays de l'OCDE, c'est 15%. Pourquoi? Parce que, par exemple, on n'a pas ce fameux dossier médical partagé qui pourrait être parfaitement porté par notre carte vitale. Aujourd'hui, je ne pense pas que votre carnet de santé papier soit rempli et soit renseigné. Et donc, nous, face à ça, on propose de faire comme d'ailleurs en Allemagne, aux Pays-Bas, dans d'autres pays européens, avec des systèmes de santé qui sont beaucoup plus efficaces et efficients que le nôtre aujourd'hui, c'est de laisser aux Français le choix. On est très attaché au principe de liberté, je disais tout à l'heure, c'est que soit vous voulez rester dans le système public et dans ces cas-là, vous avez un remboursement au premier euro, donc c'est un remboursement de l'intégralité de votre prestation par l'assurance maladie, soit vous choisissez une ex-complémentaire qui deviendra aussi un assureur au premier euro, qui soit paritaire, mutualiste, société anonyme, peu importe le statut juridique.
et avec évidemment des garde-fous. C'est-à-dire que l'État imposera un remboursement à 100% déjà d'un certain nombre de pathologies, évidemment les plus graves, et après le reste c'est de l'optionnel. Et puis, donc l'État aussi définira les règles du marché et un marché contrôlé et interdira évidemment de ne plus, à un prestataire de ne plus rembourser quelqu'un qui commencerait à coûter entre guillemets trop cher de par ces différentes pathologies. Donc finalement, de mettre le système sous tension avec d'un côté le choix du public ou du privé. Si vous choisissez l'assurance maladie, eh bien, vos cotisations sont toujours prélevées sur votre comment dirais-je, votre salaire. Et si vous choisissez une ex complémentaire, on va dire, bah là, toutes les cotisations maladie reviennent sur votre salaire net et c'est à vous de choisir. Et pour les Français les plus en difficulté, on prévoit un chèque santé qui correspond à la moyenne des cotisations, quels que soient les assureurs, et ce qui permettra à tous les Français, même en difficulté, de choisir un assureur qui ne pourra pas refuser, à partir du moment où vous êtes solvable, on ne pourra pas refuser de toute façon n'importe quelle personne. Alors qu'aujourd'hui, le système est un peu hypocrite, puisque pourquoi tout le monde va aux urgences? Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes en difficulté, vous êtes allocataire de la CMU, eh bien, beaucoup de médecins libéraux, hein, qu'ils soient généralistes ou spécialistes, sous différentes excuses, vont dire non, j'ai ma patientèle, j'ai pas de place, etc., etc., etc. Alors que là, vous aurez un chèque santé et vous pourrez aller choisir votre assureur comme n'importe quel autre Français. Et enfin, je vais terminer par les retraites, où là aussi, la réforme actuelle paramétrique nous semble pas satisfaisante puisque c'est un peu reculé pour me sauter. Et puis surtout, il y a un angle mort dans la réforme, c'est la démographie, puisque vous savez, depuis 2015, notre taux de fécondité a fortement chuté, lié à la politique qui a été menée. Et donc, notre système par répartition est lié à l'équilibre des générations. Et donc, nous, on propose un système à 3 étages pour mutualiser les risques entre le système, vous savez, le système bismarckien et bretvidien. Donc, bismarckien, c'est je cotise pour moi-même. Bretvidien, c'est la solidarité nationale. On fait un mix des deux. On mélange les risques avec tout d'abord un premier étage de la fusée, qui est l'étage de la solidarité. Toujours la répartition, mais qui ne serait plus assis sur le travail. Parce qu'aujourd'hui, regardez vos cotisations vieillesse, c'est colossal sur votre fiche de salaire. Et donc, nous, cet étage de la solidarité qui garantira à chaque Français à 65 ans au moins, comme le minimum vieillesse aujourd'hui, mais beaucoup plus élevé, donc au moins 1 000 euros, voire peut-être 1 000 ou 1 100 ou 1 200 euros, qui serait assis sur tous les revenus, c'est-à-dire comme la CSG, c'est-à-dire revenus du travail, mais également revenus du patrimoine, revenus du capital, revenus de remplacement, c'est-à-dire les retraites et les assurances chômage et autres. Donc vraiment une assiette extrêmement large pour financer cette solidarité avec ce parachute des plus de 1 000 euros. Après, ça a fini, mais au moins 1 000 euros par mois pour tous les Français, vous et moi, qui ont travaillé, pas travaillé, etc., quel que soit le parcours de vie. Deuxième étage de la fusée, c'est une retraite complémentaire obligatoire adossée à l'employeur, que l'employeur devra fournir. C'est, pour faire court, mettre l'Agirc-Arrco en concurrence. Et que ce soit par répartition comme l'Agirc-Arrco ou comme la Préfond pour le secteur public, hein, qui ici donne toute satisfaction aux agents publics, la Préfond qui est par capitalisation. Donc vraiment un deuxième étage que l'employeur doit vous fournir. Donc ça, c'est ce qui se passe aux Pays-Bas, en Suisse, etc. Et enfin, le dernier étage, c'est ce qui existe déjà aujourd'hui, hein, c'est une retraite individuelle supplémentaire où tout à chacun peut cotiser avec des plans d'épargne retraite, etc. Et tout ça défiscalisé pour inciter les gens à le faire. Et d'ailleurs, pour en venir au deuxième étage, quand on regarde ce qui a été fait pour l'assurance maladie, aujourd'hui, vos employeurs vous doivent vous proposer une assurance, une complémentaire santé. La Cour des comptes a bien montré que grâce à cette mesure, les citoyens ont des meilleures prestations au meilleur coût. C'est logique, puisque quand vous êtes tout seul face à votre assureur, vous êtes en situation de faiblesse. Quand vous avez derrière une branche professionnelle ou une grande entreprise qui va négocier, généralement, vous avez des meilleurs tarifs. Donc voilà, j'étais un peu long, mais il y avait beaucoup de questions. Oui. Alors, il y aura 2 types de questions maintenant. Et puis bon, je te rassure, Patrice, pour les retraites, c'est un peu ce qui est en train de se mettre en place doucement et c'est la stratégie du gouvernement actuel. Avec la disparition de la vraie Arco-Agir puisqu'ils veulent les prendre pour payer la solidarité. Et au niveau de la santé, je te rassure aussi,
Le DMP, il s'est mis en place de façon obligatoire. Donc, il faut plutôt dire non, je ne le veux pas. Il faut faire une action volontaire. Il a été mis en place là. La carte Sécu, elle vient d'être annoncée il y a 1 ou 2 semaines pour être dématérialisée. Donc, ça se lance, tu vois. Et la télémédecine, grâce aux mutuelles, ça avait déjà été lancé avant le Covid. Et là, ça a été multiplié. Et il faut savoir que les mutuelles seront la Sécu de demain, en gros. C'est le chemin, c'est déjà parti. Enfin, moi, je vois les signaux qui sont, de ce que tu viens de dire, qui sont dans ce sens-là. Donc, et pour le chèque santé qui est votre idée, c'était déjà mis en place c'est prendre le même processus que les chèques labellisés ACS. C'est un peu le même principe que, voilà, c'est peut-être parce que je suis une spécialiste de la protection sociale, mais je reste de façon générique, voilà, pour ne pas rentrer et prendre le prisme de mes connaissances dans ce domaine-là. Donc, voilà, j'ai 2 séries de questions à te poser, là, des participants, et après, tu y répondras et tu pourras conclure si ça ne te dérange pas. La première, donc, c'est, je remercie Daniel Namias. Donc, le sujet d'abord, c'est aux élections, le sujet de la maîtrise des dépenses a quasiment été abandonné. LR a obtenu moins de 5%. Ensemble est resté sur l'ambiguïté du quoi qu'il en coûte. Et les extrêmes populistes démagogues RN, LFI représentent 60% de l'électorat en évitant les sujets qui fâchent. À l'heure où on a des difficultés à réformer les retraites et sachant que les journalistes traitent plus le spectacle qui ne suscite la réflexion, comment entraîner les les électeurs sur ces sujets? Puisque justement, à chaque fois, je ne fais pas de vagues. C'est l'objectif. Alors, je vais te poser la deuxième typologie de questions qui se porte beaucoup plus sur l'éducation. Les programmes scolaires doivent être maintenus et identiques partout en France. Voilà, c'est des convictions que partagent nos camarades. Le bac plus 5 pour être instituteur, professeur, voilà, moi aussi c'est instituteur, donc professeur des écoles entre guillemets. Et ne pas arriver à enseigner la lecture, l'écriture et le comportement en groupe, c'est quand même un sujet important. Quid de tout ça? Parce qu'on a beau dire où on en est aujourd'hui on a encore eu une étude, 1989 à aujourd'hui, une dictée, la même, 20 fautes d'orthographe, et la dictée, c'est 10 lignes, et elle n'a il n'y a pas de complication outre mesure, de mots compliqués ou si, il y a un moment, il faut bien faire le participe passé, mais bon, voilà. Donc, voilà les 2 derniers types de questions que je te pose. oui. Alors, c'est vrai que, oui, la démagogie, c'est toujours plus facile. Après, nous, ce qu'on veut, c'est taper sur le bon sens des Français. C'est-à-dire que je suis persuadé que, vous savez, le bon sens, c'est comme la bêtise, c'est la chose la mieux partagée. Ce n'est pas une question de diplôme, ce n'est pas une question de parcours. Et donc, comme disait Napoléon, la haute politique, c'est le bon sens appliqué aux grandes choses. Donc, je pense qu'il faut prendre les Français à témoin, il faut être courageux, mais pour ça, il faut avoir travaillé. Je suis en partie d'accord, mais pas tout à fait d'accord. Parce que les Français ne sont plus, il n'y a plus forcément de prime à la démagogie, puisque aujourd'hui, on a tellement promis aux Français et il y a tellement peu de résultats, ils voient leur pays dégringoler, que je pense qu'ils sont réceptifs à un autre discours. D'ailleurs, ils votent par les pieds, entre guillemets, puisqu'ils ne vont pas voter. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'il ne faut pas raisonner en pourcentage, il faut raisonner en nombre de voix. Et quand vous regardez le deuxième tour des élections présidentielles, vous avez Emmanuel Macron qui a été réélu avec 18 millions de voix versus 30 millions. 30 millions qui se répartissent entre 13 millions Marine Le Pen et le reste en vote blanc, nul, abstention. Et des taux records d'abstention, y compris des votes blancs et nuls, qui ne sont pas reconnus et donc qu'on ne communique pas beaucoup là-dessus. Et dans les 18 millions qui ont voté pour Emmanuel Macron, il y en a beaucoup qui ont voté contre Marine Le Pen. Donc, on ne peut pas dire que les partis en place suscitent une grande adhésion. D'ailleurs, en termes d'adhérents, c'est une catastrophe pour un pays démocratique. Il n'y a pratiquement plus d'adhérents dans les partis politiques. Il n'y a plus personne ne veut s'engager. Et du coup, ce qui entraîne une forme de médiocratie. Et nous, on veut inverser la tendance. C'est qu'on veut travailler, enfin, on a travaillé, on veut montrer aux Français qu'il y a un espoir. Alors, certes, il va falloir changer un petit peu des habitudes, mais il y a un espoir. Et à partir du moment où vous faites appel au bon sens des Français, comme je te disais tout à l'heure, avant de partager les parts du gâteau, il faut le faire grossir, de leur expliquer que leur épargne va être en jeu. Voilà, je pense qu'on peut susciter en tout cas un espoir, au moins une adhésion partielle. Et j'en veux pour preuve, par exemple, le programme de François Fillon, alors, qui pourtant ne dégageait pas, comment dirais-je, un extrême enthousiasme. C'était quelqu'un qui avait, voilà, comment dire, suscitait pas un enthousiasme de par sa personnalité, mais n'empêche qu'il avait un programme extrêmement ambitieux, mais aussi exigeant.
et qui, en dehors des affaires qu'on connaît, lui aurait peut-être permis d'accéder à la magistrature suprême. Et pourtant, c'était tout sauf un programme, je dirais, comment dirais-je, un programme démagogique. Et en lui rajoutant un petit zeste de positif, un petit zeste d'ambition nationale, un petit zeste d'ambition pour la France, en disant que la France peut non seulement opérer un sursaut historique, mais peut-être renverser la table et étonner le monde. Et de la première puissance européenne sous 15 ans. J'en suis persuadé. Parce qu'aujourd'hui, le corps social, je pense, est davantage prêt au sursaut qu'il y a 30 ans. Vous savez, moi, il y a une trentaine d'années, j'avais toujours le même discours. Sauf qu'on était dans la logique des années 90, post-guerre froide. On pensait, la fin de l'histoire, Francis Fukuyama, beaucoup pensaient que le capitalisme et la démocratie allaient se répandre sur la terre entière de façon naturelle. Quand je parlais de la France, on me disait, mais non, c'est fini, maintenant c'est l'Europe, sous-entendu fédérale. Quand je parlais que je m'engageais à l'armée, on me disait, mais qu'est-ce que tu vas faire à l'armée? Il n'y aura plus jamais de guerre. Bon, ben voilà. Donc je pense qu'on est revenu un petit peu de tout ça et que maintenant la nation, l'attachement à la nation et le patriotisme, un saint patriotisme, revient au sein de toutes les couches sociales, sauf qu'il n'est pas incarné au plus haut niveau de l'offre politique. Et donc, on sent les Français un peu désespérés, mais qui, je pense, j'espère, sont prêts à, comment dirais-je, à adhérer à un puissant projet de refondation du pays qui lui redonne à la fois plus comment dirais-je, de moyens matériels, mais aussi une certaine forme de fierté. Donc, c'est difficile, mais on peut y arriver. Et d'ailleurs, on le verra, de toute façon, ce projet de refondation devra se faire. Alors, soit il se fera avec un pistolet sur la tempe, puisqu'on dit souvent que la France est en retard d'une réforme en avance d'une révolution, mais de toute façon, on devra le faire, parce que notre modèle va droit dans le mur. Tôt ou tard, on aura, soit par l'Allemagne qui va comment dirais-je, qui va plus nous adosser à l'euro, soit par la BCE, soit le FMI. De toute façon, un jour ou l'autre, si on continue cette fuite en avant, ça cessera et on devra réinventer notre modèle. Alors, je ne sais pas comment ça se fera, mais je répète, le hasard profitant aux esprits préparés, il faut se préparer. Sur l'éducation, oui, je suis tout à fait d'accord. Il faut laisser l'autonomie sur le comment au chef d'établissement, mais évidemment, les programmes doivent être nationaux et le niveau d'exigence doit être national. Et nous, parmi les propositions, pour éviter la prise en otage idéologique des programmes de l'éducation nationale, on propose de les confier à l'Institut de France, avec ses 5 académies, avec des gens qui, généralement, ont plus de recul, sont plus dans le travail de fond que dans les querelles idéologiques. Alors oui, aujourd'hui, oui, je suis d'accord avec vous, on arrive avec du bac plus 5 et des enseignants qui maîtrisent même pas eux-mêmes les fondamentaux. D'ailleurs, il y a une quinzaine d'années, quand le projet Voltaire a été créé, vous savez, le projet Voltaire, c'est pour tester le niveau de français, je savais tout de suite que ça allait prendre, que ça allait devenir important, parce qu'à l'époque, on me disait, ou même vis-à-vis de nos enfants, oui, il faut faire de l'anglais, il faut passer des tests TOEIC, etc. Aujourd'hui, le drame, c'est que même pour des bacs plus 5, notamment, je parlais des scientifiques, on demande parfois aux étudiants qui sont pourtant diplômés de passer un test Voltaire pour voir s'ils maîtrisent la langue française. Oui, donc du coup, dans notre programme, c'est pour ça qu'on veut remettre, entre guillemets, le paquet en termes de soutien scolaire et de fondamentaux sur l'école primaire. Donc, arrêter de disperser nos jeunes en école primaire, on veut les sensibiliser à tout, la théorie du genre, l'écologie, on veut leur faire apprendre déjà des langues étrangères tout petits, c'est bien, mais revenir aux fondamentaux. La langue française, je rappelle que la langue française, c'est la langue de l'intégration sociale, citoyenne et professionnelle. Donc, d'abord, la maîtrise parfaite de la langue française et aussi la culture générale. Le général de Gaulle disait que la culture générale, c'est la véritable école de commandement. Je dirais que le français, la culture générale, d'abord en priorité, et puis les mathématiques, évidemment. Et après, une fois qu'on arrive au collège et qu'ensuite au lycée, on commence à ouvrir un peu le spectre des connaissances, on va ailleurs. Mais commençons par les fondamentaux, donc remettre les fondamentaux à l'école primaire et remettre surtout beaucoup de soutien scolaire avec une logique de cycle, non pas de dire à tel âge l'enfant doit passer en sixième, c'est entre 10 ans et 12 ans on doit passer en sixième, et de dire que l'enfant passera en sixième que lorsqu'il aura le niveau. C'est pas grave de perdre 1 ou 2 ans quand on est en école primaire, sauf handicap, bien évidemment, en situation de handicap. Et de bien expliquer aux parents, dans l'intérêt de l'enfant, il vaut mieux qu'il passe 1 an, voire 2 ans de plus, mais qu'il réussisse à cette évaluation nationale en CM2 avant de laisser partir en sixième. Donc voilà, pour répondre. Et je me rends compte que je n'avais pas répondu sur la culture. Sur la culture, je ne vais pas trop m'attarder. Évidemment, on veut continuer à diversifier l'accès à la culture, bien évidemment, avec toutes les mesures en place dans les territoires pour la délocalisation de l'offre culturelle, mais de façon plus terre-à-terre, quand on parlait de réforme de l'action publique, pour essayer de redonner de l'argent aux Français en gérant mieux l'argent public, on a prévu, par exemple,
de privatiser France Télévisions, qui représente 2,5 milliards d'euros. Ça ne veut pas dire privatiser l'ensemble des chaînes publiques, hein, mais à partir du moment où France Télévisions, je dirais, n'apporte pas de plus-value par rapport au secteur privé, de notre point de vue, le secteur public doit s'occuper de ce que le privé ne sait pas faire, ne peut pas faire, ne doit pas faire. France Télévisions, c'est une offre qui est un peu similaire à l'offre privée. En revanche, des offres qualitatives comme Arte, comme la chaîne parlementaire, comme La Voix de la France à l'étranger, en fusionnant tout ça dans une BBC la française, c'est-à-dire RFI, TV5 Monde et France 24, là oui. Là oui. Et puis aussi la radio, donc France Culture, France Musique, etc., etc., etc. Donc voilà très rapidement sur les réponses à ces différentes questions. Ben, je te remercie beaucoup. On a à peu près vu toutes les questions, tout le monde. Je te remercie vraiment pour ton intervention qui était très riche. Il y aurait beaucoup de sujets et à aller dans des mesures beaucoup plus précises, mais on a quand même ébauché pas mal de domaines. Je remercie aussi les participants qui ont posé des questions hein, et donc qui ont participé au débat et à l'enrichir de leurs réflexions et à trouver les mesures avec toi. Encore, on va vous informer pour les prochaines webinaires à venir sur l'année. On va s'organiser et on vous informera rapidement. Et encore bonne année à tous 2023, remplie de bonheur et joie et santé à tous, à vos familles et la réussite dans vos activités. Et qu'il y ait un sursaut, oui, qui arrive en France, mais on a besoin d'un vrai sursaut avec une économie qui reparte, le travail, les seniors, les encourager comme tu aussi, puisqu'on sait qu'il y a 56% de seniors qui ne peuvent pas retrouver du travail, aider les actifs à se former continuellement pour être toujours au travail, et l'éducation et l'enseignement, comme tu as dit, qui est important à mettre. Donc, on a vu pas mal de domaines sur lesquels il faut travailler. Et puis les TPE, PME, tu en as parlé, qui représentent, donc tu as dit 75, moi je croyais que c'était 80% de la population des entreprises françaises qu'il faut vraiment aider parce que c'est là où il y a le plus de salariés. Ils n'ont pas accès à la formation autant que dans les grandes entreprises, puisque quand tu as 5 salariés, c'est beaucoup plus difficile. Donc, il faut vraiment mettre l'effort, comme tu as dit, sur ces entreprises-là et ces salariés. Vraiment, voilà. Donc, je remercie tout le monde. Et voilà, à très bientôt. Et bonne année. Merci à tous et à toutes. Merci, au Le revoir. déclin n'est pas une fatalité. Non, 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 Bonsoir. il faut se battre. Merci Marie-Louise.